On revient pour la deuxième partie, mais nous continuons de parler un peu de la Côte d'Ivoire. Le temps d'accueillir Credo Tété, que je le disais, il nous rejoindra, directeur de publication de Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et toutes mes excuses pour ce retard. Le visage un peu radieux, hein. Il y a eu de bonnes nouvelles ou De bonnes nouvelles, c'est tous les jours et je crois que nous vivons avec les bonnes nouvelles, nous allons nous les souhaiter. Il faut dire, tu veux savoir si l'heure a sonné. Mais ça va sonner. Il y a un nouveau gouvernement. Ça va sonner. D'accord. Alors, on parlait de la Côte d'Ivoire, donc l'opposition qui suspend sa participation à la commission électorale. Vivien Tomi, donc, disait que c'est quelque chose qui, dans la volonté d'Alassane Ouattara d'aller à des élections inclusives et tout, en tout cas, il montrait qu'il avait la maîtrise de la situation. Ce retrait ne sonne pas bien pour lui. Oui, ce retrait ne sonne pas bien pour l'opinion, mais en fait, pour M. Ouattara, ça n'a rien de nouveau. C'est la politique. Lui, il avance, le chien aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, les élections présidentielles auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire, quelle que soit la tête du mouton, comme on dit chez nous dans les camps militaires au Togo, quelle que soit la tête du mouton, la fête aura bien lieu. Donc, l'opposition doit plutôt mettre la chance de son côté, tout faire pour agir sur le processus, pour avoir d'abord un processus transparent et mobiliser plutôt les Ivoiriens pour pouvoir voter et censurer M. Ouattara, si tant est que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne veulent plus du vieux. Mais si, effectivement, on se laisse dans les jeux de nous allons nous retirer de la CEI, nous n'allons plus faire ceci, mais on maintient quand même sa candidature. Et au dernier moment, on dit, bon, à 2 jours des élections, bon, allez, nos représentants reprennent leur chaise. Je crois qu'on se trompe et on risque d'avoir les mêmes problèmes que certaines oppositions connues en Afrique. Juste des résultats pour savoir qui est le plus grand opposant maintenant et qui est le plus bon perdant, qui s'approche plus du gagnant. Donc je crois qu'il faudra faire la politique autrement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la meilleure solution, discuter, trouver la possibilité d'avoir un dialogue franc pour poser les problèmes sur la table. On a vu dans des pays l'opposition s'est retirée des commissions électorales nationales indépendantes, mais ça n'a pas changé le cours des choses. On a comme l'impression qu'il y a un train qui est lancé dans tous les pays et que ce train, rien ne l'arrête. Non, c'est vrai. Cette façon de procéder de l'opposition ivoirienne aujourd'hui, donc ça a été déjà essayé dans d'autres pays. Donc ça n'a pas prospéré. Et j'ai comme l'impression que les oppositions africaines ont la même maladie. Donc ce sont des gens qui préfèrent crier sur les médias, faire du sensationnel, mais qui n'aiment pas aller au concret. Donc quelle est, disons, la plus-value de ce retrait de la commission? Parce que c'est au niveau de la CEI que le travail va se faire. C'est au niveau des bureaux de vote que le travail va se faire. Maintenant, vous retirez vos éléments, c'est que vous n'avez plus vos regards dans la chaîne de l'élection. Donc là, demain, lorsque vous direz même qu'on nous a volé ou bien qu'on a triché, vous n'aurez pas des éléments de preuve pour dire que voilà, on nous a réellement triché. Ce n'est pas X qui a gagné, c'est peut-être Y qui aurait gagné les élections. Mais est-ce qu'un maintien ne vaudrait pas aussi caution d'un processus qu'on dénonce déjà? Non, je crois qu'on peut être à la CEI, mais jouer toujours son rôle. S'ils ont du moment où on est toujours candidat. Du moment où on est toujours candidat, parce que les trois candidats, M. Bédier, Afin Guessan et puis Kakabe, n'ont pas jusqu'à cette heure retiré la candidature. Donc c'est que ils vont aller aux élections. On suppose qu'ils vont aller aux élections. Maintenant, quel est ce cinéma qu'on veut offrir aux populations ivoiriennes? Parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise aux populations ivoiriennes, c'est parce que nous sommes retirés de la CEI que cela s'est passé. Parce qu'il n'y a pas eu une large consultation des populations à la base sur leurs actions. Donc, ils ont posé un acte. Ils ont voulu, je le répète, ils ont voulu faire du sensationnel. Donc, ils ont voulu envoyer un message, un signal assez fort à M. Ouattara. Mais ils ont oublié que M. Ouattara est dans une posture de plus que conservation du pouvoir. Donc, lui, il fonce.
Donc M. Ouattara ne regarde plus dans le rétroviseur. Lui, son objectif, c'est l'après 31 octobre ou bien le 31 octobre, l'effectivité du vote et l'après 31 octobre, ce que ça va donner. Donc, je crois que c'est une maladresse encore de l'opposition ivoirienne que de dire nous retirons nos représentants au sein de la CEI. Vous les retirez aujourd'hui, vous n'aurez pas l'opportunité de les remplacer avant le 31 octobre, même si vous avez cette intention d'y retourner. Donc, la procédure vous serait également appliquée. Donc, la honte au niveau des militants va faire qu'ils vont végéter dans cette mauvaise posture. Et là, c'est une gangrène pour les oppositions africaines. Et quand je parle des oppositions africaines, donc je voudrais parler de notre région ouest africaine et notamment les déboires de l'opposition togolaise devraient servir à nos opposants ivoiriens pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Malheureusement, ce sont des gens qui ne font que copier le mauvais fil. Est-ce que ce retrait ou toute autre action entreprise aujourd'hui par l'opposition ivoirienne peut, au niveau du pouvoir, être perçu comme un moyen de pression qui va amener ce pouvoir à ne serait-ce que céder un peu? Parce que, quoi qu'on dise, si vous voyez aujourd'hui la composition de la CEI, ça n'a rien d'équilibré non plus. C'est ce que l'opposition ivoirienne dénonçait depuis très longtemps. C'est le déséquilibre qui a été constaté dans la mise en place des institutions qui s'occuperont du processus électoral qui pose problème. L'opposition ne demande pas à être président, à avoir la présidence de la CEI, mais elle demande véritablement à asseoir les garanties qui puissent permettre d'organiser des élections crédibles et démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est tout. Je pense que si le pouvoir en Côte d'Ivoire a la volonté d'aller vers des élections paisibles, il n'y a pas de souci à mettre en place les institutions qu'il faut, à déverrouiller ce qu'il faut déverrouiller, à apporter du neuf s'il le faut, et à permettre à ce que les Ivoiriens puissent aller aux élections dans le calme et surtout dans la paix. C'est ça qui est très important. Maintenant, en face, on a un gouvernement qui demeure sourd aux exigences de l'opposition. L'opposition ne voulant pas être complice de cette dérive et de la mauvaise organisation de ces élections, a choisi de se retirer de la commission. Mais quand elle choisit de se retirer de la commission... Mais non, David, il faut se retirer du processus. Il ne faut pas juste se retirer de la commission. Non, ça ne veut pas dire que l'opposition refuse d'aller aux élections. Ça ne veut pas dire que l'opposition ivoirienne ne prendra pas ses responsabilités pour faire ce qu'il faut dans la démarche de l'envoi et du suivi lors du dépouillement. Après le vote, ça ne veut pas dire que l'opposition se met à l'écart de tout le processus. L'opposition a toujours maintenu sa candidature dans le processus électoral. Ça veut dire que cette opposition est en train de s'organiser pour véritablement apporter des réponses à tout ce qui est posé aujourd'hui comme inquiétude. Et cela est-ce que c'est efficace? Parce qu'il ne s'agit pas de rester aux fenêtres pour voir. Dans l'unicité des actions qui sont posées aujourd'hui. Oui. Même si l'opposition est au sein de cette commission électorale, en quoi sa voix peut être majoritaire? C'est ça le problème. Ce sera une pression morale pour qu'on puisse mais la pression morale, au maximum les fraudes. La pression morale, elle est arrivée à quel niveau? Elle est arrivée à un niveau où l'opposition était obligée de se retirer de la commission. Mais elle est maintenue encore dans le processus. Alors, il faut comprendre aujourd'hui que Ouattara, où il a envie d'organiser des élections, comme on en voit un peu partout, des élections... comment on dit ça, des élections pas claires, pas nettes, pas ouvertes, etc. Et il s'accapare du pouvoir, il le garde pour les 5 prochaines années, et après on saura qu'il a fait ainsi, ou alors il accepte d'être beaucoup plus ouvert, d'ouvrir le jeu, afin que les formations politiques qui sont partie prenante de ce processus aussi puissent apporter ou donner leur position, ou dire ce qui est bien. Refondre la CEI aujourd'hui ne veut pas dire que l'opposition existe d'avoir la présidence, non. Mais c'est pour éviter les crises, c'est pour éviter des problèmes. On sait la braise sur laquelle aujourd'hui ces élections sont en train d'être organisées en Côte d'Ivoire. Et s'il faut encore ajouter, déjà il y a l'écartement de certains candidats. Gbagbo qui a été écarté, et Soro qui a été écarté, et d'autres qui ont été écartés pour des raisons juridiques, etc., qui ne tenaient véritablement pas. Il y a aussi le caractère anticonstitutionnel de la candidature de Ouattara qui pose problème. Aujourd'hui, c'est encore la CEI, la commission électorale qui risquerait. Il y a le caractère anticonstitutionnel
de sa candidature qui pose véritablement problème selon le camp dans lequel vous vous retrouvez. Pour Ouattara, c'est normal. Il débute un nouveau mandat dans une nouvelle république, ce qui est contraire à ses opposants. Ça, je pense que ça, c'est l'interprétation des textes. Parce que après le changement ou la révision de la Constitution, aujourd'hui, M. Ouattara a le droit, on peut critiquer ce droit, mais il a le droit de se présenter comme candidat. Parce que la nouvelle Constitution lui en donne ce droit. Alors, maintenant, on peut critiquer parce que, ayant fait déjà tel nombre de mandats, il serait mieux. Ça, c'est la morale politique. Or, en politique, il n'y a pas souvent de morale. Non, mais alors, aujourd'hui, il faudra plutôt aller au-delà de ce débat de la candidature ou non de M. Ouattara et essayer de mettre effectivement mais ça les reste sur le tapis parce qu'au niveau de l'opposition, c'est l'une des exigences. Vous pensez... Vous avez même écouté Simone Babo l'autre fois qui exigeait aussi cela. Oui, mais son mari est très loin. Mais vous pensez que... Pas que son mari soit candidat, oui, mais vous pensez que, franchement, candidat. vous pensez que le camp de M. Ouattara va changer de position? Ça, c'est se tromper. On peut discuter plutôt des moyens d'organisation d'une élection transparente et demander à la population de sortir pour censurer M. Ouattara dans les urnes. Ça, c'est le plus facile. Le gouvernement ne veut pas mettre en mais non, branle. c'est pas au gouvernement de mettre ça en place. C'est ce que l'opposition doit faire pression pour pouvoir avoir un dialogue franc et sincère qui pourra aboutir à un minimum. Le gouvernement ivoirien ne veut pas de dialogue. Il est réfractaire, il est fermé au dialogue. Ils l'ont dit qu'il y a plus de temps pour un dialogue. Il ne s'agit pas de faire des annonces sur les radios et les télévisions. Non, on ne parle pas d'annonces, mais il faut faire des démarches des démarches administratives, diplomatiques. La position du gouvernement ivoirien par rapport à cette proposition de dialogue a été, comment on dit ça, négatif. Le gouvernement ivoirien est fermé à tout dialogue avec l'opposition. Sauf que la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO. La CEDEAO qui a effectivement des processus qui permettent aujourd'hui, même à des simples citoyens, de les saisir pour demander leur apport. Et qu'on les adapte à une nouvelle république. Là, on va parler de la souveraineté du pays. Alors aujourd'hui, moi je pense que l'opposition ivoirienne gagnera plus à mettre la chance de son côté pour demander à la population d'aller censurer M. Ouattara Alassane dans les urnes. Première chose. Secondo, il ne s'agit pas de rester à la fenêtre pour suivre les élections, il faut rester dans la salle. C'est-à-dire être membre de la commission électorale et automatiquement membre ou bien, présent dans les bureaux de vote pour pouvoir surveiller le vote. Parce que l'une des fautes des oppositions en Afrique, c'est de participer à des élections sans avoir la possibilité d'être représenté dans les bureaux de vote sur tout le territoire national. Conséquence, à la fin de l'élection, on annonce sa victoire sans avoir la possibilité de prouver qu'on a gagné parce qu'on n'a pas de PV. Aujourd'hui, que vous avez la possibilité d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, si vous avez les moyens financiers aussi, il faut, parce qu'au Togo, l'État aide l'opposition à avoir même à payer les représentants dans les bureaux de vote, ce qui est une innovation en Afrique. Si vous avez la possibilité, en Afrique, bien sûr. La constitution de notre pays exige que le gouvernement finance. C'est une innovation. Le financement de l'opposition en général est venu quand dans les constitutions? Pas seulement le Togo. Et au niveau de l'organisation, c'est une institution. Moi, je m'en tiens au fait. Aujourd'hui, c'est instauré, effectivement, c'est une obligation de l'État de financer les activités. L'État finance les partis politiques. L'État finance même les délégués qui sont dans le budget. Non, ça fait partie du budget des élections. De toute façon, c'est le but des élections. Tout montre que c'est une élection qui va se dérouler sur des braises. Et quand vous voyez du côté du président Alassane Ouattara, vous n'avez pas l'impression qu'il veut jouer dans l'apaisement non plus. Non, mais je crois que les positions sont braquées. Les positions sont braquées. Je le disais tantôt, M. Ouattara joue le va-tout pour conserver le pouvoir. L'opposition aussi est assez violente.
dans sa quête de prendre le pouvoir. Donc ce sont des positions assez tranchées, mais qui ne favorisent pas le vivre ensemble politique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander à monsieur Alassane Ouattara de baisser les bras et puis de faire le lit à cette opposition qui est en griffe inconséquente, à cette opposition qui est divisée comme on en a vu dans d'autres pays. Donc on ne peut pas demander à monsieur Alassane Ouattara de débarrasser le plancher du moment où le gars s'est déjà lancé dans la course à un renouvellement de mandat. Maintenant, comme le disait mon cher confrère Emmanuel Vivien Tomi, il revenait à l'opposition ivoirienne de convertir les forces de mobilisation en forces électorales. Donc c'est là où il devait beaucoup plus sensibiliser les militants qui ont leurs militants, ceux qui les suivent, ceux qui sont acquis à leur cause et qui ont des cartes d'électeurs, d'aller censurer M. Ouattara dans les urnes. Donc que ce soit transparent, c'est ce que redoute l'opposition. Non, mais une chose est de poser l'acte d'abord et puis d'avoir les mécanismes, les outils nécessaires pour permettre cette transparence. Et l'un de ces outils, c'est la présence des représentants de l'opposition au sein de la CEI et des CEI délocalisés. Maintenant, s'ils ont choisi eux-mêmes d'abandonner une partie de la lutte en se retirant, parce qu'ils ont voulu faire l'effet de masse en se retirant de la CEI, c'est qu'ils ont déjà échoué. Donc je ne dirais pas à 50%, mais à 30%. Mais ils peuvent se raviser. Parce que ça peut être une mauvaise lecture politique de la situation. Maintenant que le mal est déjà fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut dépasser sa honte, l'expression de sa honte, pour se raviser, pour poser les bons actes au bon moment. Donc, et là, si tu le permets, je voudrais intervenir un temps soit peu sur le dialogue entre mes deux confrères tout de suite, juste pour la précision que c'est vrai, la constitution togolaise établie permet à ce que les formations politiques soient financées par l'État. Et l'État joue jusqu'aujourd'hui sa partition. Mais lorsqu'on est en période électorale, on ne peut pas définir ce financement des partis politiques dans la même période électorale. Mais l'État togolais est toujours assez clément et l'État togolais pourvoit même aux rémunérations des délégués, même de l'opposition. Donc ça, c'est une largesse qu'on est en train, et cela qu'on ne nous prête pas, ou bien qu'on ne nous fasse pas croire que cela participe au financement des partis politiques. Non, c'est deux choses assez distinctes. L'opposition, lorsque vous êtes un parti politique, vous voulez conquérir le pouvoir, vous devez vous donner les moyens. Et la meilleure des choses, lorsqu'on apprend le leadership, on dit, lorsque vous voulez être un bon leader, ou lorsque vous voulez gagner du terrain, c'est que vous devez avoir prioritairement une vision. Et lorsque vous avez une vision, vous définissez une mission. Et la troisième, c'est vous élaborez des stratégies pour matérialiser cette mission qui va déboucher sur cette vision. Mais lorsque, en général, les oppositions africaines sont là seulement pour critiquer, ne veulent pas être des forces de proposition, des forces d'action, donc on pense que c'est en vociférant sur les médias, ou bien c'est en inondant les réseaux sociaux avec leur point de vue qu'on est en train de faire la politique. Voilà les résultats. Le 31 octobre aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire, mais on ne sait pas encore l'issue. Je ne dirais pas que M. Ouattara va gagner, je ne dirais pas que M. Bédié va gagner, mais ce dont je suis sûr, aujourd'hui nous sommes au 2 octobre, donc il ne reste que 28 jours. Donc dans 28 jours, on ne peut pas passer à un dialogue. Ça également participe du dilatoire de la classe politique de l'opposition. Le report de la présidentielle. Non, le report de la présidentielle. Donc je crois qu'ils avaient eu des cas de VAR. Donc ils pouvaient s'imposer autrement. Vous savez, c'est parce qu'ils ont échoué dans l'appel à la désobéissance civile qu'ils sont en train de jouer cette carte-là. Au lieu d'appeler les populations à cette désobéissance civile, mais ils auraient fait parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle les couloirs. Les couloirs politiques, c'est là où les choses se définissent. C'est là où on trouve le consensus. C'est là où on arrive à bien parler, à se dire les quatre vérités. Mais ils devaient utiliser cela. Maintenant, ils veulent, parce qu'ils ont déjà échoué. Hein. L'opposition ivoirienne aujourd'hui, face à Alassane Ouattara, a déjà échoué. Maintenant, on est en train de faire rien que du saupoudrage pour tromper encore les militants, les pauvres populations que nous avons tenté, nous avons fait de notre mieux. Mais alors que rien n'a été fait. Ils ont été spectateurs pendant des années. Au début même de ce processus électoral, ils devaient avoir de la poigne. Ils ne l'ont pas été.
Passons au second sujet, c'est la Guinée. On va parler là-bas aussi de la présidentielle avec ce rapport d'Amnesty International. À moins de 3 semaines de la présidentielle guinéenne, elle se déroule le 18 octobre prochain. Amnesty International dénonce la répression des manifestations à l'origine de la mort d'au moins 50 personnes en un an, ainsi que l'immunité dont jouissent les forces de sécurité. C'est dans un rapport. L'enquête de l'ONG est jugée exclusivement à charge par les autorités de Conakry. Nous avons parlé à des familles meurtries qui nous ont décrit comment leurs enfants ont perdu la vie, victimes d'une balle reçue dans le dos, à la poitrine, à la tête ou au cou. David Jagbavi, c'est un peu le quotidien de l'opposition au niveau de la Guinée. À chaque manifestation, on doit dénombrer des morts. Oui, malheureusement, ça prouve véritablement que le pouvoir en Guinée est fermé à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation. Et à chacune des sorties de l'opposition, il faut forcément sortir la grande artillerie pour causer des morts et des blessés. C'est pas la première fois. Sous Dadis Camara, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a eu un carnage qui a eu lieu dans un stade à Conakry. On a vu ce que ça a donné. Sous la présidence du président Condé, on a vu à chacune des manifestations de l'opposition, il faut toujours dénombrer des morts et des blessés. C'est terrible. Ça prouve que quelque chose échappe à l'autorité du pouvoir en Guinée et cela ne va pas à l'avantage de Condé et de l'ensemble de son gouvernement. Vous savez, la Guinée s'apprête à organiser des élections très prochainement, des élections qui sont aussi organisées sur des braises, un peu comme ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, quand on sait un peu les gymnastiques par lesquelles Condé est arrivé à déverrouiller la Constitution pour se représenter. Et donc, les Guinéens aujourd'hui, dans leur majorité, ont depuis très longtemps compris la nécessité de faire comprendre ou de faire savoir à Condé qu'ils ne veulent plus de lui et que du fait qu'il ait fait tout pour se maintenir sur un troisième mandat, ils l'attendent au tournant, c'est-à-dire à l'élection, pour lui faire comprendre un peu la leçon que les Sénégalais avaient fait comprendre à Wade dans le temps. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Guinée, il faut avoir assez la force nécessaire pour pouvoir exprimer véritablement ses craintes. Les soldats qui sont cités dans les rapports de ces organisations n'ont jamais été traduits devant la justice. Ils ont toujours bénéficié d'une sorte de protection du plus haut sommet de l'État. Pourquoi ? Parce que Condé aujourd'hui a basé son pouvoir sur l'armée et il compte encore sur cette même armée pour le maintenir au pouvoir. Alors cela pose beaucoup de problèmes et c'est ce qui à un moment a commencé par lasser les Guinéens. Pendant très longtemps, ils ont supporté ce président qui avait, il y a une dizaine d'années de cela, lorsqu'il était arrivé au pouvoir, avait porté les espoirs des Guinéens parce que ces Guinéens voulaient fermer définitivement la page de la dictature. D'abord sous Condé et puis après sous Dadis Camara qui était venu plus tard. Mais très vite, ces Guinéens se sont désolidarisés de cette folie de ce président qui a très tôt changé de fusil d'épaule et qui a retourné ses fusils contre ce même peuple qui l'avait porté au pouvoir. Et donc aujourd'hui, il faudrait, s'il veut encore, le président Condé, s'il a encore cet amour pour son peuple, il faut qu'il comprenne et qu'il entende aussi les cris des Guinéens, les cris de ces organisations de défense pour que des exemples puissent être servis dans le cadre de ces enquêtes et de ces rapports qui sont rédigés. Alors, il y a ce que dénonce aussi Amnesty, c'est un peu une sorte d'immunité dont jouissent finalement les forces de défense et de sécurité parce que faire des morts à chaque manifestant et après personne n'est poursuivi. Vous savez, l'impunité, effectivement, gangrène beaucoup de pays africains. Quand nous prenons le cas de la Guinée, justement, il y a eu déjà, avant même le professeur Alpha Condé, des tueries qui n'ont pas eu d'enquête, qui ont abouti, parce que les enquêtes sont souvent ouvertes, mais on n'a pas après les résultats.
Ensuite, quand vous ne punissez jamais ceux qui agissent mal, ben, les autres ont envie de suivre parce qu'on sait que personne ne lèvera son doigt. Aujourd'hui, je vais un peu vous surprendre, mais je suis pas tellement d'accord aussi avec Amnesty International qui, chaque fois, attend, cumule les rapports, fait les enquêtes, traîne pour, à la veille des élections dans certains pays, pour sortir ces rapports. Autant je ne critique pas le fond du rapport, mais la procédure me semble un peu sadique, parce que je pense que de jour en jour, parce qu'en Guinée, on a beaucoup d'associations de droits de l'homme, de jour en jour, il y a des rapports qui devraient sortir à la fin de chaque manifestation. Si vous avez constaté effectivement qu'il y ait de ces violations graves de droits de l'homme, vous deviez dénoncer. L'Amnesty International devrait s'associer à la Ligue des droits de l'homme, aux associations qui défendent les droits de l'homme pour pouvoir très tôt éveiller l'attention sur ces cas de violation des droits de l'homme. Mais quand on attend que on soit proche des élections d'abord, avant de sortir des rapports, je pense que les gouvernants peuvent critiquer et des fois on peut leur donner raison parce que aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas la hiérarchie, la grande hiérarchie qui veut que les droits des citoyens soient brimés. Mais il y a de petits chefs aussi qui briment les droits. Je reprends le cas du Togo pour vous dire que quand on faisait les manifestations au niveau de l'opposition et il y avait des morts, en ce temps-là, il faut reconnaître qu'il n'y avait pas d'encadrement des manifestations par les forces de sécurité. Mais depuis qu'il a été institué que quand l'opposition fait une manifestation, il y a des discussions entre les organisateurs et le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la Sécurité. Il y a des agents qui sont montrés, qui s'identifient et qui suivent les manifestations. Et depuis ce temps-là, on n'a plus parlé d'éléments infiltrés. Vous vous souvenez de ce terme? Dans les années 91, 92, jusqu'en 2002, des éléments infiltrés qui ont causé des dégâts, des personnes qui ont été arrêtées avec des revolvers. Aujourd'hui, officiellement, quand il y a une manifestation de l'opposition, des éléments armés en civil suivent effectivement le convoi pour s'assurer effectivement de la sécurité. Et je crois qu'en Guinée, ils peuvent copier aussi cette démarche-là qui consiste à travailler pour éviter au maximum la violation des droits de l'homme. Alors, le gouvernement guinéen, lui, dénonce plutôt un rapport à charge. Oui, donc si on veut aller sur le terrain, est-ce que ce rapport est à charge ou pas? Un rapport à charge, donc c'est ce que Vivien était en train de dire, donc l'opportunité même de ce rapport. C'est vrai, souffrez qu'on le dise, on a comme l'impression que les organisations internationales de défense des droits humains choisissent des périodes assez clés pour mettre en difficulté le pouvoir en place. Donc là, et Amnesty International est vraiment champion dans cette manière de procéder. Donc j'insiste là-dessus pour dire que le fond de ce rapport, nous ne l'incriminons pas, donc, mais de l'opportunité même de la publication de ce rapport en ce moment, donc on peut insinuer un tas de choses. Et également, est-ce que ce rapport est uniquement à charge? Oui, donc je le dis clairement. Ce rapport n'a pas fait la part des choses parce que si vous parcourez un peu le rapport, donc c'est comme si on essaie d'asséner des coups au pouvoir politique pour l'affaiblir, juste pour amener ce pouvoir politique à ne pas tenir les élections et qu'on puisse également contraindre M. Alpha Condé à renoncer à sa candidature. Comme les voix explorer, non pas prospérer. Donc là, la charge est laissée maintenant à ces organisations internationales, disons, d'envenimer la situation, de noircir le paysage politique aujourd'hui du côté de la Guinée-Conakry. Nous ne disons pas que le pouvoir de monsieur Alpha Condé n'est pas aussi responsable de certaines exactions parce qu'on ne peut jamais cautionner, on ne peut jamais supporter que lorsque les gens veulent manifester, qu'on ne puisse pas les encadrer, que les forces de l'ordre de sécurité ne puissent pas les encadrer et qu'après qu'on charge ces populations, je ne sais pas si c'est à tort ou bien à raison, mais le simple fait même qu'on dénombre des morts, donc ça c'est déjà condamnable. Donc on ne peut... Des morts par balle. Oui, des morts par balle. Donc c'est que c'est là où si nous comparons les pays un peu, donc au niveau du Togo, donc il y a des efforts qui se font. Le maintien d'ordre, ça c'est une autre spécialité aussi. Donc ce n'est pas tout agent
des forces de sécurité qui a les éléments nécessaires, bien les outils nécessaires pour maintenir de l'ordre. Donc sur ce plan, le Togo fait des efforts. Et je me rappelle que lorsque le général malien Siaka Sangaré était du côté de la Guinée pour organiser, pour présider leur CEU, donc il avait dit quelque chose de très important. Je crois qu'en ce moment, c'est le général Yak, il était colonel, c'est lui qui avait dirigé la force spéciale élection. Le général Siaka Sangaré a dit que l'effectivité, la réussite, comment ça les a enchantés, l'opération ou bien la force qu'avait dirigée le général Yak en ce moment-là, qu'ils allaient dupliquer cela du côté de la Guinée-Conakry. Donc ça, ce sont des exemples. Et M. Yak a été sollicité un peu partout. Oui, juste.